Durant la fin des années 40, des chercheurs russes ont gardé 5 personnes éveillées pendant 15 jours en utilisant un gaz expérimental basé sur des stimulants. Ils étaient enfermés dans un environnement scellé afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène, de manière à ce que le gaz ne les tue pas, étant donné qu'il était toxique à partir d'une concentration élevée. Cela a eu lieu avant l'invention des caméras en circuit fermé. Ils n'avaient donc que des microphones et des fenêtres de verre épais d'une douzaine de centimètres en forme de hublot qui permettaient de les surveiller. La chambre était équipée de lits d'appoint sans literie, de l'eau courante et de toilettes, et contenait des livres et suffisamment de nourriture sèche pour qu'ils puissent tenir à 5 pendant plus d'un mois. Les sujets de test étaient des prisonniers politiques jugés ennemis de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Tout s'est bien passé pendant les 5 premiers jours. Les sujets ne se plaignaient que rarement, car on leur avait promis qu'ils seraient libres s'ils acceptaient de subir le test et de ne pas dormir pendant 30 jours, bien que la libération fût hors de question. Leurs conversations et leurs activités étaient surveillées, et on a pu noter qu'ils ne parlaient que d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé, le ton de la conversation devenant beaucoup plus sombre après le 4e jour. Au bout de 5 jours, ils ont commencé à se plaindre à propos des circonstances et des événements qui les avaient menés là où ils se trouvaient, et à montrer des signes de paranoïa sévère. Ils ont arrêté de se parler et à la place se sont mis à parler au microphone ou au miroir sans teint des hublots. Curieusement, ils semblaient penser pouvoir gagner la confiance des expérimentateurs, en se retournant contre leurs camarades, les autres sujets de test en captivité avec eux. Les chercheurs ont tout d'abord supposé qu'il s'agissait d'un effet du gaz. Après 9 jours, le premier d'entre eux a commencé à crier. Il courait sur la longueur de la chambre en hurlant à plein poumon, pendant 3 heures sans discontinuer, et ensuite essayait de ne pas s'arrêter, mais il n'arrivait qu'à produire de temps à autre de petits couinements. Les chercheurs ont pensé qu'il s'était déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'était la manière dont les autres sujets ont réagi. Ou plutôt, n'ont pas réagi. Ils ont continué à murmurer à l'attention des microphones, jusqu'à la seconde où les cris ont commencé. 2 des captifs qui ne criaient pas ont alors désossé les livres, ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments, et les ont collés sur le verre des hublots. Les cris se sont rapidement arrêtés, les murmures adressés au micro également. 3 jours se sont écoulés. Les chercheurs vérifiaient les micros chaque heure pour être sûrs qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient qu'il était impossible que 5 personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'il devait être tous les 5 en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient pendant un exercice physique extrêmement ardu. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone de la chambre, espérant provoquer une quelconque réponse des détenus. Ils avaient peur qu'ils soient morts ou dans un état végétatif. Ils ont annoncé « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre ou vous serez abattus. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera sa liberté. » À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme. « Nous ne voulons plus être libérés. » Des débats ont éclaté entre les chercheurs et les forces militaires qui finançaient le projet. Comme il était impossible d'obtenir d'autres réponses en utilisant l'interphone, il a finalement été décidé que la porte de la chambre serait ouverte à minuit le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais, et des voix provenant des micros ont immédiatement commencé à protester. 3 voix différentes ont commencé à supplier, comme s'il en allait de l'amour de leur fille de remettre le gaz. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés à l'intérieur pour retrouver les sujets de test. Ils ont commencé à hurler plus fort que jamais, et les soldats ont rapidement fait de même lorsqu'ils ont vu ce qui était à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants, bien que l'état dans lequel ils étaient ne fût pas qualifiable de vivant. Les rations de nourriture des 5 jours précédents n'avaient pas été touchées. Il y avait des morceaux de chair, des cuisses et du torse du sujet mort enfoncés dans le drain au centre de la chambre, le bouchant et permettant à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. La portion de cette eau qui était composée de sang n'a pas été déterminée. Les 4 sujets survivants avaient également de grandes portions de muscles et de peau arrachées de leur corps. La destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquaient que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents, comme les chercheurs l'avaient pensé au début. Des observations plus précises de la position et de l'angle des blessures ont montré que la plupart des blessures, si ce n'était toutes, avaient été infligées par eux-mêmes.
Les organes abdominaux sous la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés, alors que le cœur, les poumons et le diaphragme étaient restés en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Tous les vaisseaux sanguins et les organes étaient intacts. Ils avaient simplement été retirés et posés par terre, répartis autour des corps éviscérés, mais toujours vivants, des sujets. L'appareil digestif des 4 sujets pouvait être observé en fonctionnement, digérant de la nourriture. Il a été très vite clair qu'ils digéraient leur propre chair, qu'ils avaient arrachée et dévorée durant les jours précédents. La plupart des soldats étaient des Russes d'un commando spécial affecté à l'installation, mais la plupart ont refusé de retourner dans la chambre pour en sortir les sujets tests. Ces derniers continuaient de crier pour qu'on les laisse dans la chambre et suppliaient qu'on remette le gaz pour qu'ils ne s'endorment pas. À la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent lorsqu'on les a fait sortir. Un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et en est mort. Un autre en est sorti gravement blessé, après s'être fait arracher les testicules et perforer une artère d'une de ses jambes par les dents d'un sujet. 5 autres soldats ont perdu la vie si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines suivant l'incident. Pendant le combat, la rate de l'un des sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est révélé inutile. On lui a injecté plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine, et il continuait de se battre comme un animal enragé, brisant les côtes et les bras d'un des docteurs. On a pu constater que le cœur a continué à battre pendant 2 minutes entières, après que l'hémorragie l'ait amené à un point où son système vasculaire était rempli avec davantage d'air que de sang. Même après qu'il se soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer quiconque venant à portée, et répétant continuellement le mot « plus », de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence. Les 3 sujets tests survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale, les 2 ayant leur corde vocale encore intacte, continuant de supplier le retour du gaz pour rester éveillés. Celui des 3 ayant le plus de blessures a été emmené dans le seul bloc opératoire dont l'installation disposait. Durant la procédure devant le préparer pour le remplacement de ses organes internes, il s'est révélé immunisé aux sédatifs qui lui ont été administrés dans le but de le mettre en condition pour l'intervention chirurgicale. Il se débattait furieusement contre ses liens lorsque le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau de cuir épais de 10 cm attaché à un de ses poignets, même avec le poids d'un soldat de 90 kg qui essayait de maintenir ce poignet immobile. Une quantité juste supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir, et à la seconde où ses paupières se sont fermées, son cœur s'est arrêté. Pendant l'autopsie du sujet test qui est mort sur la table d'opération, il a été révélé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés, et il s'était brisé 9 os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé, la plupart à cause de la force que ses propres muscles avaient exercée sur eux. Le second survivant avait été le premier du groupe à commencer à crier, ses cordes vocales étaient détruites, il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération, et il n'a réagi qu'en secouant violemment la tête pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésique a été amené près de lui. Il a secoué la tête pour faire oui lorsque quelqu'un a suggéré à contre-cœur d'essayer l'opération sans anesthésie et n'a pas réagi pendant les 6 heures qu'ont nécessité le remplacement de ses organes abdominaux et la tentative de les recouvrir avec ce qu'il restait de peau. Le chirurgien présidant l'intervention n'arrêtait pas de répéter qu'il devait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a affirmé qu'elle avait vu la bouche du patient former un sourire plusieurs fois, à chaque fois que ses yeux croisaient les siens. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement, essayant de parler en se débattant. Supposant que ce devait être important, le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin, afin que le patient puisse écrire son message. Il était simple, continuer à couper. Les 2 autres sujets tests ont subi la même intervention, tous les 2 sans anesthésie. Cependant, il a été nécessaire de leur injecter un paralysant pendant la durée de l'opération. Le chirurgien n'arrivait pas à effectuer la chirurgie pendant que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets pouvaient seulement suivre les médecins des yeux. Le paralysant a été éliminé de leur système après une période anormalement courte, et ils ont rapidement essayé de s'échapper. Au moment où ils ont pu recommencer à parler, ils ont recommencé à demander le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures.
Pourquoi il avait arraché leurs propres entrailles? Et pourquoi il voulait de nouveau le gaz? La seule réponse qui a été donnée était « Je dois rester éveillé ». Les liens des 3 sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs, faisant face à la colère de bienfaiteurs militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qu'ils leur avaient fixé, ont pensé à les euthanasier. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, a au contraire vu du potentiel en eux et a voulu voir ce qui se passerait si on les replongeait dans le gaz. Les chercheurs s'y sont formellement opposés, mais leurs objections ont été ignorées. Afin de les préparer à être de nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur électroencéphalographique et leurs liens ont été renforcés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les 3 arrêté de se débattre au moment où quelqu'un a laissé échapper qu'on allait les remettre dans le gaz. Il était évident qu'à ce moment, ils avaient énormément de mal à rester éveillés. Un des sujets qui pouvait parler fredonnait d'une voix forte et sans s'arrêter. Le sujet muet appuyait ses jambes de toutes ses forces. D'abord la droite, puis la gauche, puis de nouveau la droite, afin d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier sujet gardait sa tête au-dessus de son oreiller et clignait des yeux rapidement. Ayant été le premier à avoir été relié à l'électroencéphalogramme, la plupart des chercheurs observaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais affichaient parfois inexplicablement une simple ligne. C'était comme s'ils subissaient plusieurs morts cérébrales, avant que tout ne redevienne normal. Comme ils se concentraient sur le papier qui sortait du moniteur, seule une infirmière a vu ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ces ondes cérébrales se sont immédiatement muées en celles du sommeil profond, puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois, alors que son cœur s'arrêtait. Le seul sujet restant en état de parler s'est mis à crier pour être scellé immédiatement. Ces ondes cérébrales montraient les mêmes lignes droites que celui qui était mort après s'être endormi. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. Un des 3 qui ont été nommés a immédiatement sorti son revolver et tiré une balle entre les 2 yeux du commandant, puis a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. « Je ne me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses. Pas avec vous !» a-t-il crié à l'homme attaché à la table. « Qu'est-ce que vous faites ?» a-t-il demandé. « Je dois le savoir. » Le sujet a souri. « Est-ce que vous avez oublié si facilement ?» a répondu le sujet. « Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacune d'entre vous, suppliant d'être libérée à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. » Le chercheur a marqué un arrêt, puis il a visé le cœur du sujet et a fait feu. L'électroencéphalogramme a alors affiché une ligne droite, tandis que le sujet s'étranglait, laissant faiblement échapper quelques mots. « Si près d'être libre. »